Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans notre premier épisode de la Chambre des physiciens. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous avons Monsieur Antoine Moreau qui va pouvoir se présenter. Bonjour, Antoine Moreau, je suis enseignant-chercheur. Donc je fais ma recherche à l'Institut Pascal et j'enseigne à l'EPI, donc au département plutôt de physique, partie physique, ingénierie. Voilà. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'aussi il est l'auteur de Toute la physique sans équation. Oui, c'est vrai. Qui est un magnifique bouquin de vulgarisation. Moi, j'ai pu commencer de le lire et que nous recommandons vivement à tous ceux qui s'intéressent un peu à la physique. Merci. Voilà. Petit instant promo passé, nous pouvons commencer. Donc aujourd'hui, nous avions décidé de parler avec Monsieur Moreau de l'optimisation de structures photoniques. Donc la première question qu'on peut se poser, évidemment, c'est qu'est-ce que la photonique? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors c'est un nom compliqué qui fait hyper fun, mais c'est essentiellement de l'optique, mais c'est un peu l'optique version moderne. On va dire ça rapidement. Au tout départ, quand on a inventé l'optique, c'était pour beaucoup améliorer les capacités de l'œil, pour faire des lunettes, des lentilles, voilà, mieux voir les choses qui étaient loin ou qui étaient très petites. Ça, c'était vraiment l'optique classique. Et la photonique, ça a commencé un peu avec l'invention du laser, quand on a commencé à utiliser la lumière pour faire autre chose, pour transporter de l'information ou comme source d'énergie. Donc ça, c'est un peu différent comme usage, et les problématiques sont aussi très très différentes. Il ne s'agit plus de faire des images. Donc voilà, on parle de photonique, un peu parce que, comme si c'était de l'électronique, mais remplacé par des photons, donc par de la lumière. Et donc maintenant qu'on a compris les premiers termes de ce fameux titre, c'est quoi l'optimisation de structures photoniques, précisément? Alors, c'est un peu compliqué. On peut faire remonter l'optimisation, en tout cas l'idée, il y a très très longtemps, et l'idée en plus qu'on a utilisée, enfin pas vraiment pas les seuls, mais on a fait un truc un peu particulier. Elle remonte un peu à Alan Turing. L'optimisation, c'est juste au départ de rendre meilleur quelque chose. Et un des exemples, ou finalement presque le premier exemple d'optimisation qu'on a sous les yeux, c'est l'évolution. L'évolution, en tout cas, on pressentait que c'était une optimisation, c'est-à-dire que les animaux s'adaptent à leur environnement, à force de génération, voilà, de s'améliorer. Et Alan Turing, ça l'avait inspiré, et il disait qu'on devait peut-être pouvoir s'inspirer de l'évolution pour améliorer un peu n'importe quoi, en essayant de faire une sorte d'évolution, mais sur ordinateur, une évolution in silico, une évolution sur ordinateur, et on regarde des solutions qui sont de mieux en mieux, et puis on garde les meilleures. Voilà. Et cette évolution, c'était une idée très vague, mais ça a donné lieu à ce qu'on a appelé après les algorithmes génétiques, qui se sont beaucoup développés dans les années 80. Donc nous, on a utilisé ce genre de choses, et pour améliorer des structures photoniques, c'est-à-dire des cellules, par exemple des cellules photovoltaïques. C'est un exemple de structure photonique, mais aussi ce qu'on appelle des miroirs diélectriques, donc des structures qui réfléchissent la lumière ou qui l'absorbent. Voilà, on peut faire un peu tout ça. Et donc on peut améliorer ce qu'on veut finalement. C'est très large, mais là nous on l'a appliqué effectivement à la photonique. Alors très bien, effectivement, donc vous nous avez parlé d'évolution et de photonique. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres parallèles à dresser entre ces deux domaines? Est-ce qu'ils entrent en coïncidence par exemple? Pas trop. En réalité, justement, alors là c'est un exemple où ça marchait vraiment bien, mais comment dire ça, ce qu'on a fait, c'est un peu particulier. Juste pour la première fois, on a réussi à vraiment comparer ce qu'avait produit l'évolution, c'est-à-dire les structures photoniques qu'on va trouver sur les ailes ou des papillons, de certains papillons ou les carapaces des insectes, à une évolution justement sur ordinateur. Et parce que jusque-là, les algorithmes génétiques et toutes ces choses-là, ça a été énormément étudié, mais finalement, alors que l'idée initiale, c'était de s'inspirer de l'évolution, ça a jamais pu être comparé à l'évolution, parce que l'évolution, c'est quelque chose de trop compliqué. Mais il se trouve que comme les structures photoniques sur les carapaces des insectes sont relativement simples, on a pu montrer que les algorithmes génétiques étaient capables de retrouver une structure photonique. C'est en ça qu'il y a un parallèle ou une connexion, mais sinon, le reste du temps, pas trop. Voilà. Mais il y en aura peut-être plus dans le futur, maintenant qu'on sait faire ça. C'est ça l'idée aussi, c'est que maintenant, l'optimisation en photonique, ça va peut-être devenir un domaine. Alors, ça l'est déjà parce qu'il y a d'autres gens qui ont testé des choses avec d'autres techniques. Et globalement, le seul truc qu'on peut dire, c'est que la photonique, c'est compliqué. On n'a pas de règles pour dessiner, pour concevoir des structures photoniques qui font ce qu'on veut. Comme il n'y a pas de règles, il faut essayer. Et dans ce cas-là, tous les algorithmes d'optimisation
qui vont chercher automatiquement la meilleure solution, ils sont très bienvenus. Et on a parlé du coup des papillons ou des scarabées qui pouvaient avoir ces reflets colorés un peu holographiques, justement. Oui, c'est ça. Je note par exemple la famille des morphos, avec les Morphidae aega ou Marcus marcus, qui eux ont des couleurs bleues assez différentes l'une de l'autre. Oui. Et on note aussi les Morphidae epistrophus aussi, qui ont des reflets blancs. Comment on explique cette différence de couleurs et des reflets? Comment fonctionne finalement cette absorption ou ce retour des rayons lumineux des carapaces ou des ailes des papillons? Alors ça, c'est super compliqué parce que c'est très très diversifié. Effectivement, on s'aperçoit de plus en plus, mais c'est un domaine vraiment très actif. On prend toutes les espèces qu'on peut trouver, de papillons, tout ce qui est joli dans la nature finalement, tout ce qui est iridescent souvent, c'est-à-dire que c'est tout ce qui a des couleurs qui changent avec l'angle sous lequel on les regarde. Et on en trouve absolument partout. Le moindre scarabée, en général, il est noir, mais un peu violacé, ou alors même on va trouver ça sur les plumes des pigeons, ou même sur les grosses mouches vertes. Tout ça, en réalité, c'est des structures photoniques, c'est-à-dire des structures qui marchent sans colorant. C'est des couleurs, on appelle ça des couleurs structurales, c'est la structure microscopique qui fait les couleurs, mais pas du tout des colorants, comme ce que nous, on a l'habitude de faire quand on veut teindre des vêtements ou n'importe quoi. Donc c'est ces structures-là qu'on retrouve à peu près partout, mais même si elles utilisent vraiment les propriétés de la lumière, elles ont une diversité de comportements qui est monstrueuse parce que les animaux arrivent à fabriquer des structures très compliquées qui parfois même jouent avec le désordre. C'est-à-dire que même le désordre est designé pour fonctionner. Ça fait des trucs incroyables qui peuvent effectivement aller avec des structures qui se ressemblent presque, de quelque chose de très blanc à quelque chose de comme le Morpho Menelaos qui est le plus connu, qui est tout bleu, qui est un bleu claquant, alors qu'il y a zéro colorant dedans, il n'y a vraiment aucune couleur bleue. Si jamais vous prenez le Morpho et que vous le réduisez en poussière dans un bol, il n'y aura plus de bleu, en fait, vous allez tout casser, vous cassez la structure et il n'y a plus rien. Donc voilà, donc ça c'est un domaine, mais vraiment très très actif. En plus, maintenant, on a des trucs qui arrivent à bien... on a des techniques expérimentales qui permettent de vraiment bien mesurer toutes les propriétés optiques et on s'aperçoit que c'est vraiment incroyable. On travaille en ce moment justement à comprendre comment le désordre permet d'arriver même aux propriétés optiques. On s'aperçoit que le désordre lui-même est optimisé. Et ça, c'est un truc de fou. Très bien. Tous les reflets que vous avez évoqués en ce qui concerne les insectes, les mouches vertes, ça me rappelle en quelque sorte le faisceau des halos lumineux qu'on peut voir sur le plastique dans l'eau. Par exemple, les reflets des CD, est-ce qu'il y a un certain lien ou je me trompe? Oui, il y a un lien. Alors le lien est un peu compliqué justement à cause du désordre, mais quand même ce qu'on va trouver sur les papillons qu'on mentionnait, c'est que les motifs, qui sont des motifs en forme de sapin, des sapins tout petits, un micron de haut ou à peu près, c'est des petits sapins qui sont répartis de façon extrêmement régulière. Et ça s'appelle un réseau, et c'est comme un CD. Un CD, on l'a fait exprès, c'est pour graver les choses, les données qu'on veut lire de façon la plus tassée possible. Ce qu'on fait, c'est qu'on inscrit des pistes. En fait, un CD, c'est comme un vinyle, mais en beaucoup plus petit. Et quand ça devient très très petit, ça commence à faire des jolies couleurs. Donc c'est vraiment ça le principe. Et donc oui, c'est ce qu'on trouve aussi sur les paquets, comment on appelle ça, les papiers cadeaux holographiques. C'est la même chose en fait. Ou même sur votre carte bleue, ou même sur les billets de banque, toutes ces choses-là qui font des jolies couleurs et tout. Donc c'est des réseaux, et ça effectivement on en trouve dans la nature. Mais en plus, c'est là que je mettrais un petit truc, c'est que en plus dans la nature c'est désordonné, et c'est des réseaux perturbés, et ça leur donne des propriétés encore plus intéressantes. Que pour l'instant on ne sait pas tout à fait faire, parce qu'on n'a pas tout à fait tout compris. On est en train de le faire. Vous avez parlé du coup des papiers cadeaux holographiques. Ouais. Comme on peut parler aussi de la couleur holographique sûrement un peu sur les papillons, les scarabées. Oui. On a aussi des cartes holographiques où on a un peu ce rendu 3D. Oui. Du coup, on se rapproche de ce qu'est un hologramme. Et est-ce qu'on pourrait obtenir, grâce à cela, des hologrammes un peu comme les films de science-fiction, Star Wars ou autres? Alors, ouais, ça c'est un rêve. Alors, on est d'accord que on va se mettre d'accord
les papiers cadeaux holographiques. Le terme hologramme, c'est très chouette, mais ils ont rien de vrais hologrammes. Les vrais hologrammes, c'est super chouette aussi, puisque ça permet effectivement de faire des vraies photos en 3D. Pour l'instant, on ne sait pas les faire bouger. Il y a de bonnes raisons pour que ce soit difficile de les faire vraiment bouger. Donc on n'y est pas encore. Et puis les techniques de 3D sur écran plat qu'on a au cinéma ou qu'on peut avoir sur une télé ou un ordinateur, elles sont suffisamment avancées pour que pour l'instant on n'essaye pas de faire encore R2D2 et les hologrammes de Star Wars. Mais ça reste toujours dans un coin de la tête des physiciens, ça c'est vrai. C'est un truc qu'on continue à essayer de faire en vrai. Alors juste avant, on a parlé de... Comment dire ça? Le fait que la photonique, ce soit un peu en quelque sorte de l'optique moderne, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et en optique, on entend parfois parler des termes de réflexion, Ouais. diffraction, voire même d'interférence. À quel phénomène est-ce que tous ces termes correspondent? Et est-ce qu'ils peuvent être utiles pour parler des termes qu'on vient d'aborder juste avant? Alors oui, tout ça c'est... Alors, les termes de diffraction, de réflexion, d'interférence, tout ça c'est des termes compliqués, mais c'est pas si difficile. Enfin, plus exactement, tout ce que ça fait, c'est décrire le comportement ondulatoire de la lumière. Et c'est comme... finalement, les vagues à la surface de l'eau, elles font la même chose. Elles se réfléchissent, elles diffractent, elles interfèrent. En vrai, donc il faut imaginer que la lumière fait la même chose. Le seul avantage avec la lumière, c'est qu'on peut vraiment... Enfin, personne s'amuse à structurer la plage pour faire des vagues vraiment très particulières, parce que ça donne pas grand-chose d'un point de vue pratique. Mais par contre, finalement, c'est ça qu'on fait. Si on devait faire l'équivalent avec les vagues à la surface de l'eau, on structurerait la plage. On ferait une plage périodique et ça ferait des réseaux et ça ferait des choses comme ça. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que oui, on tire parti de l'ensemble de ces phénomènes. C'est dur de... En plus, c'est très dur de déterminer quand on regarde vraiment, quand on conçoit des objets qui font toutes ces couleurs iridescentes et tout ça. On commence à confondre l'intégralité de ces phénomènes, ils se produisent tous en même temps, et même les limites entre les phénomènes deviennent un peu floues. Donc voilà, donc oui, ça peut servir à comprendre les phénomènes de base, mais il y a tout à la fois. On tire parti de absolument tout à la fois. Et il y avait un truc que je voulais dire aussi, c'est qu'on sous-estime le domaine de la photonique, un peu. C'est un truc un peu de geek, un peu d'initié, on va dire. Mais on estime que maintenant que la photonique a un chiffre d'affaires, si on prend tout ce qui concerne la photonique, ça va être les écrans, les casques de réalité virtuelle et tout ça. Alors, c'est assez dur de la distinguer de l'électronique aussi, mais il n'empêche, c'est un chiffre d'affaires qui est comparable, voire supérieur à celui de l'électronique. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Mais la lumière, c'est aussi énormément utilisé. À peu près tout le trafic sur Internet passe par la lumière. Il va être, on se sert de dispositifs photoniques vraiment pour distribuer la lumière, pour voilà, donc distribuer le signal, faire passer plus de données dans les câbles sous-marins. Voilà, il y a plein de techniques super malines qui sont utilisées. Et donc c'est ça qui fait la photonique. Et c'est un domaine en fait qui est ignoré. Ça sous-tend énormément de choses, mais il est vraiment monstrueux. Vous avez parlé tout à l'heure de miroir diélectrique, aussi appelé miroir de Bragg. Ouais. Quelle est la différence avec les miroirs classiques, les miroirs de Bragg ou aussi les miroirs gradients qui sont utilisés? Oui. Alors, donc là c'est un peu plus technique. Les miroirs de Bragg, l'idée c'est d'utiliser cette fois-ci effectivement les propriétés ondulatoires de la lumière pour réfléchir la lumière avec que des matériaux transparents. C'est un peu ça le côté vraiment miraculeux des miroirs de Bragg, c'est que alors qu'on empile des matériaux transparents, si on les empile de façon régulière, c'est-à-dire on va prendre deux matériaux transparents. Les animaux font ça aussi, avec par exemple une couche de chitine, c'est vraiment la carapace des insectes, et une couche de chitine plus de la mélanine, qui est en fait un colorant, mais qui change un peu juste l'indice, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le milieu. Et quand on alterne ces deux milieux, de façon régulière, toujours avec les mêmes épaisseurs, mais pile les bonnes épaisseurs, alors le truc extraordinaire qui se produit, c'est que alors que chacune de ces couches est parfaitement transparente, il n'y a quasiment plus aucune lumière qui arrive à passer. Chaque double couche réfléchit de la lumière, et à la fin, on arrive à réfléchir de la lumière mieux qu'un miroir
standard qui est métallique. D'habitude, les miroirs qu'on a dans notre salle de bain, c'est vraiment du métal sur du verre. Mais ces miroirs-là réfléchissent 98% de la lumière, c'est vraiment super bien. Mais ça fait encore 2%, et des fois c'est trop. Un bon exemple, alors que les miroirs diélectriques, eux, on peut, si on les construit suffisamment épais, réfléchir 99,99999% de la lumière. Il n'y a aucun problème, on peut le faire tant qu'on veut, c'est quelque chose qu'on maîtrise extrêmement bien. Et là où c'est super utile, par exemple, c'est pour réfléchir des lasers. Quand on prend un laser de puissance, des vrais gros lasers, comme ceux qui sont utilisés notamment pour faire même de la fusion nucléaire ou des choses comme ça, ces très très gros lasers là, on peut pas utiliser des vrais miroirs pour les réfléchir. En fait, ils vaporisent le miroir. Les 2% d'énergie que le miroir absorbe sont largement suffisants pour complètement vaporiser instantanément le miroir. Donc dans ce cas-là, on utilise des miroirs diélectriques et ça pose aucun problème parce qu'ils arrivent à tout réfléchir sans rien absorber. Donc là, ça se passe bien. Donc c'est ça les miroirs de Bragg et le miracle des miroirs diélectriques. Et le seul problème des miroirs diélectriques, c'est qu'ils réfléchissent bien seulement, en général, une petite gamme de couleurs. Donc ils vont être bien pour réfléchir du rouge ou du vert ou du bleu, super. Mais il y a des fois aussi, où d'un point de vue pratique, on a besoin de réfléchir à un spectre plus large, genre tout le spectre du visible. Et dans ce cas-là, on a des miroirs. En fait, comme ce qui différencie les différents miroirs pour les différentes couleurs, c'est juste la taille des couches. On fait des miroirs dont les tailles des couches varient continuellement. Et ça, c'est une solution que les animaux ont très très bien trouvée. Il y a notamment un animal, le nom il est compliqué, Spidomorphos tecta, un truc comme ça, qu'on appelle aussi la paillette d'or du fou, en gros. C'est parce que vraiment c'est un animal qui ressemble à une paillette d'or. Et c'est parce qu'il a sur le dos un miroir diélectrique mais chirped, à gradient, et qui arrive à réfléchir non seulement le rouge mais aussi le vert, et quand on mélange du rouge et du vert ça fait du jaune. Donc on dirait vraiment que c'est un morceau d'or, mais c'est pas du tout une pépite, c'est juste un petit insecte. Et du coup je rebondis sur le fait qu'on parlait des miroirs de Bragg, et je voudrais vous demander quelle application est-ce qu'on peut faire de ces miroirs de Bragg, ou même de manière générale des structures photoniques que l'on trouve. Au tout début de l'émission, vous nous aviez parlé de panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de ces dispositifs, par exemple ? Alors la réponse c'est un peu tout. On n'a pas, comme je le disais un peu au début, comme on n'a pas de règles pour construire ces choses-là, mis à part les miroirs de Bragg. Ça c'est vraiment le truc qu'on a compris, là on a compris la règle. Mais dès qu'on veut faire des choses un peu plus compliquées, on a un peu rien comme règle. Et dans ce cas-là, alors ça a deux conséquences. Un, qu'on utilise l'optimisation, et deux, qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de concevoir une structure pour faire quelque chose, en sachant pas vraiment si c'était possible ou pas, on a trouvé une structure qui fonctionnait. Après, le défi, c'est de la miniaturiser, d'en faire une qui soit vraiment très efficace, mais en fait, on peut à peu près tout faire avec la lumière, la contrôler à un point qui est même il y a 10 ans, on n'imaginait pas qu'on pouvait la contrôler à ce point-là. Et un des grands défis qu'il y a en ce moment, c'est d'utiliser de plus en plus la lumière pour s'approcher au plus près du cœur des ordinateurs, c'est-à-dire des processeurs. Les processeurs, c'est chouette, c'est de l'électronique. L'électronique, ça dissipe beaucoup d'énergie. Et par exemple, pour transporter un signal entre processeurs, on a de plus en plus de dispositifs qui sont multicœurs, où on fait, avec l'intelligence artificielle évidemment, il y a de gros besoins de calcul. Donc les différents cœurs, les différents processeurs, ils ont besoin de communiquer entre eux. Et si jamais on pouvait utiliser plutôt de la lumière à la place de l'électronique pour faire ça, on estime qu'on économiserait jusqu'à 1/3 de l'énergie des data centers. Donc ça c'est absolument énorme. Et on peut, donc l'idée c'est petit à petit de grignoter une partie de ce que fait l'électronique avec de la photonique. Mais ça impose de trouver des structures, de faire en sorte qu'elles soient miniaturisées, efficaces, et c'est là aussi que l'optimisation, elle a un rôle énorme à jouer. C'est là aussi que les gens se fritent un peu entre les différentes techniques d'optimisation, ça en recherche, mais n'empêche que globalement, si on devait résumer où va le domaine, on arrive à faire des choses de plus en plus incroyables. On arrive, bien sûr des miroirs de Bragg, mais ça c'est facile, on arrive à bien les retrouver par optimisation, mais même donc des structures qui arrivent à séparer des couleurs
des structures microscopiques, hein, vraiment un micron par un micron, et hop, elle va envoyer une couleur dans un guide d'onde et un autre dans un autre, et puis donc faire du tri comme ça d'informations. Et c'est ça qui est intéressant pour s'approcher vraiment des processeurs. Et puis maintenant, on essaye même, il y a même de plus en plus, je ne sais pas encore si ça débouchera, j'ai pas assez regardé, ou si c'est vraiment convaincant les arguments qu'ils ont, mais de faire en sorte que les calculs d'inférence, c'est-à-dire vraiment les calculs d'intelligence artificielle, ils soient faits en partie, le plus possible avec de la lumière. Ça demande pas mal de choses, mais vraiment il y a des conférences qui se montent et qui sont très actives en ce moment, et c'est ça l'idée. Est-ce qu'on peut pas faire avec la lumière, faire des intelligences artificielles avec de la lumière? Du coup, ça reviendrait à remplacer tous nos systèmes électroniques par des systèmes photoniques. C'est ça, mais pas tous. C'est ça le truc. On a un peu renoncé à l'idée d'arriver à faire des ordinateurs tout photoniques. Il y a quand même des problèmes avec ça. C'est-à-dire que quand on va utiliser la lumière, on en perd toujours un petit peu. Alors que les courants électriques ont le bon goût de bien rester dans les tuyaux, dans les fils. Ils ne partent pas partout. Donc avec ça, c'est ça la grosse différence. Donc tant qu'on peut se permettre de perdre de la lumière un peu, alors ça va. Et puis tant qu'on n'a pas besoin de trop non plus refaire les circuits. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a entraîné une IA, peut-être que effectivement on peut en déduire un circuit photonique qui correspond à cette IA. Mais par contre, c'est plus possible de la modifier une fois qu'il y est. Donc c'est des choses qu'on est en train de regarder. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc on peut pas tout remplacer, vraiment pas, mais si ça se trouve, on peut quand même faire des trucs qui soient super efficaces et particulièrement adaptés à l'IA. Est-ce que ça créerait du coup une optimisation des systèmes électroniques du coup qu'on transforme en photonique avec une accélération de tout le système? C'est ça. Alors, une accélération, faut pas trop compter dessus. On arrive un peu aux limites de l'électronique. C'était surtout l'électronique qui était responsable, les progrès qu'on faisait sur l'électronique qui étaient responsables de l'accélération. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Mais la loi de Moore, elle sature un petit peu. Donc maintenant, maintenant on est plus sur des thématiques d'économie d'énergie parce qu'on sait que ça consomme énormément. La rapidité, peut-être pas. Alors après, c'est vrai que si on arrivait à faire une IA toute optique, ça se passerait vraiment très rapidement et ça demanderait relativement peu d'énergie. Donc voilà, mais c'est ces attraits-là. L'électronique est pas beaucoup moins rapide que la lumière, hein, parce que en réalité, au bout d'un moment, un signal électrique à très haute fréquence, c'est-à-dire ce qu'on a dans les microprocesseurs, en fait, c'est plus ou moins de la lumière déjà, mais pas tout à fait à la même fréquence. Mais un courant électrique se déplace à un tiers de la vitesse de la lumière. Donc on va pas gagner non plus énormément, mais on peut gagner un peu. Du coup, un peu avant, on avait abordé l'importance de la sélection naturelle pour en ce qui concerne les êtres vivants. Notamment Ensuite, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y aurait par exemple des méthodes de recherche basées sur cette sélection naturelle? Et est-ce qu'il y aurait d'autres méthodes du coup pour pouvoir balayer un peu tout ce domaine-là? Alors, bon, en fait, je parlais des algorithmes génétiques tout à l'heure, on s'en est un peu éloigné, c'est-à-dire que les tout premiers ressemblaient vraiment à l'évolution, mais c'était presque du folklore, c'est-à-dire qu'on disait, oh, on va dire que les bits, les 0 et les 1 des nombres, c'est leur ADN, et on va couper l'ADN et recoller des morceaux comme si c'était des chromosomes. Et en fait, ça donnait des résultats vraiment pas bons, mais les gens y croyaient très très fort, donc ils ont continué pendant assez longtemps. Et c'était pas très facile de leur montrer qu'ils avaient tort. Voilà. Donc maintenant, on a admis qu'ils avaient plutôt tort. Ils avaient tort, mais c'était les ancêtres des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui qui se sont détachés de ce folklore. Donc en vrai, il reste pas grand-chose de l'idée initiale de Turing d'utiliser l'évolution. On s'en est éloigné, mais on a fait des choses qui ressemblent étrangement. Il y a des trucs vraiment très bizarres. Nous, il se trouve que l'algorithme qui a le mieux marché pour retrouver, on a retrouvé donc les miroirs de Bragg, les ailes des morphos et tout ça par optimisation. Donc on était très très contents. Mais ce qui était vraiment rigolo, c'est que l'algorithme qui marchait le mieux, c'était un algorithme, alors là on va rentrer dans des considérations limites métaphysiques, mais un algorithme qui utilisait de la recombinaison entre 4 parents. Et 4 parents, on va se dire, oh là, on est très très loin de la reproduction normale. Sauf qu'en fait, c'est oublié que chaque être humain ou chaque être vivant a 2 jeux de chromosomes. Donc en fait, il semble bien que la bonne façon de faire, ce soit de combiner pas juste 2 jeux de paramètres, mais 4. Et quand on a vu ça, on a trouvé ça assez rigolo quand même de voir que le truc qui permettait de retrouver le mieux les structures naturelles
c'était celui qui mélangeait 4 individus. Voilà. Donc c'est en ça qu'on y retourne à la fin. Mais voilà, mais on s'en est éloigné. On a abandonné le folklore, mais maintenant il y a quand même des trucs un peu bizarres qui restent. Il faut savoir aussi que les biologistes sont toujours pas convaincus que la reproduction sexuée est un avantage, parce qu'ils trouvent ça compliqué et qu'ils voient pas l'intérêt. En fait, ce qu'indique finalement un peu ce qu'on a fait, et le fait que ce soit ces mélanges qui soient les plus efficaces pour retrouver au plus rapidement, c'est que, voilà, mélanger des chromosomes, en tout cas des plans, des ADN ou ce qu'on veut, des paramètres, on va dire, nous on voyait ça comme des paramètres, les mélanger rapidement, c'est ça qui permet de converger au plus vite et d'explorer au mieux. Donc peut-être que si, quand même, il y a un vrai avantage, vu le nombre d'espèces qui trouvent que leur reproduction sexuée, ça a l'air efficace, c'est peut-être pas juste une lubie, ça a peut-être... voilà, mais ça c'est encore un peu débattu en biologie, c'est pas si clair que ça. Donc on a pu aborder les applications dont on souhaite avoir avec la photonique. On a pu aborder notre quotidien, là où on pouvait l'avoir. On a pu aborder les découvertes qu'on peut faire en biologie, comme en physique. On a pu aussi aborder les recherches actuelles en cours, la façon dont vous cherchez. Donc on aura fait un bon tour du sujet. J'espère. On vous remercie d'avance. Et on a une petite dernière question surprise pour la fin de ce podcast. D'accord. Si vous deviez donner un nom à cet épisode, lequel serait-il ? Waouh. Alors ça, c'est pas simple. On peut espérer que ce soit un super épisode. Voilà, c'est un épisode finalement... Peut-être un épisode optimal, ou lumineux et optimal. Ça pourrait être pas mal. L'épisode lumineux et optimal. Eh ben, sur ce, merci beaucoup. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt, chères auditrices. Et le mot de la fin pour notre invité. Eh ben oui, merci. Le mot de la fin, c'est faites de la physique, faites de la photonique, et ne sous-estimez pas la richesse de tous les domaines de la physique. En fait, c'est quand je disais tout à l'heure que c'est un truc de geek ou d'initié, ça reste très vrai. On ne sait pas à quel point en fait la science progresse. Elle progresse souvent un peu en sous-marin. Il y a des tonnes de trucs à regarder. Merci. En résumé, rejoignez-nous en physique.